On est le 13 janvier 1996 dans un stationnement d'un centre commercial abandonné à Arlington, au Texas, aux États-Unis. On a la jeune Amber qui est âgée de 9 ans, qui fait du vélo. Il ne suffira que de quelques secondes pour que cette jeune fille soit kidnappée, soit enlevée, sous les yeux d'un témoin. Un témoin qui sera impuissant. Une enquête va débuter et 4 jours plus tard, on va retrouver le corps de la jeune Amber Hagerman. Mais par contre, son meurtrier restera à jamais non identifié. C'est de cette tragédie que va naître l'un des systèmes d'alerte les plus puissants au monde, soit l'alerte Amber. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très contente de vous retrouver comme à chaque fois. Ça faisait déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que je me posais la question, c'est quoi Amber? On parle de l'alerte Amber depuis que je suis toute petite. Et je me suis toujours demandé, ça vient d'où? Comment c'est né? Et dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, soit la disparition d'Amber Hagerman, j'ai envie de vous parler d'elle et de sa situation familiale. On sait que Amber Renee Hagerman est née le 25 novembre 1986 à Arlington, au Texas. Au moment des faits, elle a 9 ans. Sa mère Donna et son père Richard ne sont pas restés ensemble bien longtemps. Donna nous explique que la relation entre elle et son père, donc entre Richard, était extrêmement toxique. Et c'est pourquoi un beau jour, alors que Amber est encore toute jeune et que son frère est encore tout jeune lui aussi, elle va quitter. Donc, elle va fuir le foyer familial pour aller se réfugier dans un centre pour femmes monoparentales. Par la suite, elle va donc se trouver un appartement et elle va avoir l'énorme courage, le grand courage de retourner sur les bancs d'école et ce, même sans l'aide de Richard. Amber est décrite par ses enseignantes, mais aussi par ses amis d'école, qu'elle était très souriante, affectueuse, sociable, respectueuse des règles. C'était pas vraiment une petite fille turbulente, elle était très calme lorsqu'elle était assise sur son banc d'école, elle aimait apprendre et jouer avec les autres et suivre une routine rassurante. Comme la plupart des enfants de cette époque, elle adorait faire du vélo, jouer dehors et passer du temps avec sa famille. On sait que la journée de la disparition, soit le 13 janvier, Donna, Amber et son petit frère étaient partis en visite chez les parents de Donna. Et lorsque les enfants allaient chez les grands-parents, c'était habituel et même autorisé que les enfants puissent aller faire du vélo. Cependant, ils n'avaient pas le droit de traverser la rue. Donc, ils devaient faire du vélo seulement dans le quartier, donc dans la rue d'où les grands-parents d'Amber habitaient. Et ce jour-là, le jour du drame, le jour de la disparition, Amber a décidé de ne pas écouter les règles. Donc, on se retrouve le 13 janvier 1996. Qu'est-ce qui s'est passé en cette journée-là et pourquoi Amber a décidé de ne pas suivre les règles qu'elle respectait d'habitude? On est donc 15h10, alors que Amber et son petit frère de 5 ans, Ricky, vont sortir de l'appartement des grands-parents pour aller faire du vélo. Comme d'habitude, ils ont une règle à suivre et ils ne peuvent pas sortir du quartier. Amber va décider d'aller faire du vélo plus loin. Donc, elle va continuer de rouler sur son vélo et se rendre dans un stationnement qui était à ce moment-là abandonné. Donc, elle tourne, elle fait du vélo. Son frère va la suivre, mais il a peur des conséquences, des règles qu'il n'a pas suivies et va donc décider de retourner à la maison. Pendant ce temps-là, Amber, elle est dans le stationnement. Et un peu plus loin, il y a quelqu'un qui l'observe. En fait, il y a 2 personnes qui l'observent. Une des 2 personnes va s'arrêter tout près d'elle, dans sa voiture, va la prendre par le bras, va l'entrer dans la voiture et va disparaître. Tandis que l'autre personne, qui était non loin du stationnement abandonné, a vu toute la scène. Pendant ce temps, Ricky va arriver à l'appartement des grands-parents et Donna va se demander pourquoi sa sœur n'est pas avec lui.
Il va lui expliquer que Amber a décidé d'aller faire du vélo plus loin dans la rue et qu'elle s'est rendue dans un stationnement abandonné. C'est à ce moment-là que le grand-père, James, va décider d'aller au stationnement abandonné pour aller chercher Amber. Et lorsque celui-ci arrive, il ne voit pas Amber, il voit seulement son vélo et des policiers. Il va paniquer et il va accourir immédiatement vers les policiers. Il y avait un témoin de la scène qui a tout vu. Il a vu l'enlèvement, il a vu quelqu'un prendre Amber par le bras, mais il n'a rien pu faire. Il était trop loin et ça s'est passé en un claquement de doigts. Le témoin va mentionner qu'il a vu dans la voiture un homme qui était adulte. Le témoin va mentionner aux policiers qu'il voyait Amber faire du vélo dans le stationnement et qu'il a vu un pick-up noir s'arrêter tout près d'elle. Un homme a ouvert la portière, a pris Amber par le bras et l'a forcé à monter dans ce même pick-up. Après avoir vu ça, on sait que le témoin va contacter immédiatement la police pour signaler ce qu'il vient tout juste de voir. Et c'est là qu'il va décrire le suspect. C'est un homme âgé entre 25 et 35 ans à peu près. Il a la peau blanche et il est de taille moyenne, soit peut-être 1,80 m. Il a les cheveux courts, de couleur indéterminée. Sa corpulence, elle est moyenne et il a une silhouette tout à fait normale. Donc, il est pas trop maigre, il est pas trop musclé, il est pas en surplus de poids. C'est quelqu'un de banal qui passe inaperçu dans une foule. Et tout ce qu'il a pu dire sur le véhicule, c'était que c'était un pick-up ou une camionnette de couleur noire sans pouvoir identifier le numéro de plaque d'immatriculation ou encore donner d'autres détails. Lorsque James entend tout ça, il retourne à la maison pour immédiatement alerter Donna, la grand-mère également. Et donc, tout de suite, lorsque le témoin appelle la police, celle-ci va tellement se démarquer des autres enquêtes sur lesquelles j'ai pu travailler. Il y a des patrouilles qui vont être dépêchées immédiatement sur place, soit 50 policiers. Donc, il y a 50 policiers qui vont se diviser en plusieurs équipes, dont certaines vont aller dans des ruelles, d'autres près des lacs, d'autres dans les rues, dans les centres commerciaux, dans les cours arrière des maisons. Bref, le quartier va être fouillé. On sait que, dans le fond, le secteur où habitaient les grands-parents, c'est le secteur East Abram Street, et donc il va être fouillé au grand complet. Il y a également des témoins qui vont être interviewés, et il y a aussi les policiers qui vont aller frapper directement chez les gens qui habitaient tout près du stationnement qui était désert. On sait également qu'une description du suspect ainsi que de son véhicule va être diffusée en interne, donc tous les postes de police vont être au courant de l'homme, du suspect et de son véhicule. On sait qu'en 96, il n'existait aucun système d'alerte. Donc, l'alerte Amber n'existait pas puisqu'il est né de cette affaire. Donc, c'était un peu compliqué, en fait, pour les postes de police de plusieurs villes, de plusieurs régions, de pouvoir communiquer entre elles. Bon, par contre, on a le téléphone, le télécopieur et tout ça. Donc, ça reste que c'était quand même assez facile de pouvoir faire circuler l'information. On sait que dans les heures qui suivent la disparition d'Amber Hagerman, il y a, comme je vous l'ai dit, les policiers qui vont se joindre aux fouilles. Il y a également des voisins bénévoles qui vont se joindre aux recherches. Et on sait que les équipes vont fouiller vraiment partout. Des terrains vagues, des boisés, des rives de cours d'eau, des ruelles, des rues, des stationnements, des centres commerciaux. Bref, on sait également que les médias vont relayer l'enlèvement là, dans les heures qui suivent. Là. Et là, on sait que le temps presse parce que à peine 3 heures après l'enlèvement d'un enfant, celui-ci a beaucoup moins de chances d'être retrouvé en vie. Donc, il faut se dépêcher. Et là, les heures passent et on ne retrouve pas Amber. Par contre, on sait que l'espoir va durer parce que, oui, elle a été enlevée, mais son corps n'a pas été retrouvé encore. Donc, on va espérer pouvoir la retrouver vivante. Malgré les fouilles et les recherches, 4 jours plus tard, soit mercredi, le 17 janvier 1996, un employé municipal, soit un ouvrier, découvre le corps d'un enfant dans un ruisseau relié à la Trinity River, près de Forest Hill, une ville voisine d'Arlington. Et ben là, vous le savez, c'est donc le corps de Amber Hagerman qui a été retrouvé.
Le corps va être retrouvé à seulement 6 km du site d'enlèvement. Et c'est ce qui est encore plus troublant, parce que les policiers ont fouillé, ont cherché sur quand même un grand périmètre, et 6 km, c'est pas beaucoup. 6 km, c'est faisable à pied. Donc, c'est quand même troublant, triste et fâchant de retrouver le corps de celle qu'on recherchait à peine 6 km de où elle a été enlevée. Donc finalement, elle n'a jamais quitté Arlington. Elle est restée à Arlington pendant 4 jours et elle était tout simplement cachée là. On sait donc que l'autopsie va être faite le 18 et le 19 janvier. Et on va donc conclure que la cause du décès, c'est un homicide. Par contre, les policiers n'ont pas voulu rendre publique la méthode exacte de comment Amber elle est décédée. Strangulation, traumatisme, noyade, on le sait pas. Par contre, on sait qu'il y a quelqu'un qui lui a arraché la vie. Et donc, pourquoi on ne sait pas comment Amber Hagerman elle est décédée? Tout simplement parce que on n'a pas encore retrouvé le tueur. Et donc, il y a que les policiers et le tueur qui savent comment Amber elle est décédée. Et donc, au moment où est-ce que on va trouver un suspect idéal, il va être interrogé et il y a des questions qui vont lui être posées. Et s'il y a des informations de l'enquête ou encore de l'autopsie qui sont révélées dans les journaux ou à la télé, là, ça va être difficile de savoir si le suspect est bel et bien le tueur ou s'il a juste pas entendu des informations à la télé ou dans les journaux. Donc voilà pourquoi dans les enquêtes de ce genre-là, on va garder certaines informations personnelles, strictement confidentielles, volontairement, pour justement être capable de faire la différence entre ceux qui vont s'inventer être les suspects ou les tueurs et celui qui va être le vrai tueur. Par contre, les policiers vont donner l'information suivante. On sait que Amber Hagerman a été agressée sexuellement. Par contre, il n'y a aucun détail qui va être diffusé. Et cette information-là va être confirmée par la police d'Arlington, mais également le bureau du médecin légiste. Selon l'enquête, selon la police et selon le médecin légiste, on pense que Amber Hagerman n'a pas survécu longtemps après son enlèvement. On pense qu'elle est décédée le jour même ou peu après, donc soit le 13 ou le 14. Donc là, ce qui vient enlever également une autre charge, soit celle de la séquestration. Donc, elle a été kidnappée, elle a vécu quelques heures et par la suite, son kidnappeur l'a assassinée tout simplement. Donc là, avec ça, on peut vraiment mettre le doigt sur le kidnapping d'Amber Hagerman était totalement, voire 100% sexuel. Donc, il n'y avait pas d'intention de séquestrer, il n'y avait pas d'intention de torturer non plus. C'était de la pédophilie tout simplement, donc c'était sexuel, rien d'autre. Et donc, on sait que le tueur avait des fantasmes et ces fantasmes sexuels-là ont été révélés lorsqu'il a vu Amber. Par contre, on sait que Amber n'a pas été tuée au ruisseau, où est-ce qu'elle a été retrouvée. Elle a été tuée avant et par la suite, elle a été déposée dans le ruisseau. Ce qui est dommage, par contre, pour les policiers, mais encore une fois, le tueur était assez intelligent, on va se le dire. Amber a survécu seulement quelques heures après son enlèvement. Par la suite, il l'a assassinée et il est allé la mettre dans le ruisseau. Ce qui fait que ça lui donne quand même un très gros avantage puisqu'elle a été mise dans l'eau. L'eau va vraiment désintégrer, contaminer le corps. Donc, le corps a été contaminé par l'environnement, donc l'eau, la boue, les feuilles, le vent, tout ça. Et les traces que le tueur aurait pu laisser, soit des traces d'ADN, ont été dégradées par l'eau et les intempéries de la météo des jours suivants. Et bien évidemment, on sait qu'aucun ADN a pu être exploité, ce qui a fait en sorte que le tueur a jamais été retrouvé. Par contre, on sait que l'enquête est pas morte. L'enquête continue et depuis 1996, il y a plus de 7000 pistes qui ont été signalées selon la déclaration des autorités. Ce qui veut dire que les autorités enquêtent toujours sur qui aurait pu tuer Amber. Et on sait qu'aujourd'hui,
la science, la médecine est beaucoup plus avancée et elle continue d'avancer. Peut-être qu'à un moment, on va être en mesure de déterminer qui a tué Amber Hagerman, ce qui viendrait vraiment conclure une grosse enquête, soit ce qui donne l'alerte Amber, en fait. C'est quand même fou et ça prouve à quel point on peut tellement se faire trahir avec la science. Et c'est pas juste ça. Aujourd'hui, on a des sites internet où on peut donner notre ADN pour voir notre arbre généalogique, d'où on vient, quelles sont nos origines. Et peut-être qu'un jour, on va être capable, justement grâce à ça, peut-être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, va se révéler être de la famille de ce tueur-là. Donc, on sait que le tueur, c'est un homme. Il l'a agressé sexuellement et on a même le témoin qui a dit avoir vu un homme prendre la fillette par le bras. Et donc, que signifie Amber? Donc, America's Missing Broadcast Emergency Response. Donc, ce qui est quand même fou que ça... Je pense qu'ils ont quand même cherché un peu, là, mais c'est fou quand même que, les premières lettres de cette phrase-là, de ces mots-là, correspondent à Amber. Je trouve ça bien. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2026, soit 30 ans après le décès de Amber Hagerman? On sait que Donna, la mère d'Amber, est toujours en vie au Texas, puis elle continue de parler de son histoire pour que la mémoire de sa fille reste vivante, reste présente aussi, au Texas et partout dans le monde. Et elle fait maintenant de la prévention pour les enlèvements des enfants. On sait que Richard, le père d'Amber, est décédé en 2007 après des années de deuil et d'efforts pour rechercher la justice. Il a fait des fouilles lui aussi, il a recherché sa fille. Et Ricky, il est toujours en vie aujourd'hui. Il a 35 ans. Il vit sa vie. On n'a pas plus de détails que ça. C'est quand même... je pense que ça a quand même été un très gros deuil pour lui. Alors, j'espère que vous avez aimé mes recherches sur cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner, commenter aussi, partager la chaîne. Et si vous avez des idées de sujets, si vous avez des questionnements sur des tueurs encore, des affaires criminelles, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de les couvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!